Ouais. Comment tu peux travailler comme ça? La création du franc CFA résulte du décret numéro 4501, 36 du 25 décembre 1945, fixant la valeur de certaines monnaies des territoires d'outre-mer, pour protéger les parts de marché de la France et faciliter l'approvisionnement en matières premières à moindre coût. Ce décret, signé par Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, et contresigné par René Plévin, ministre des Finances, et Jacques Foustel, ministre des Colonies, est publié au Journal officiel de la République française le lendemain, 26 décembre 1945. Le franc CFA, qui signifiait à son origine franc des colonies françaises d'Afrique, abrégé en franc CFA, est le nom de deux monnaies communes à plusieurs pays d'Afrique constituant en partie la zone franc. Aujourd'hui, l'appellation franc CFA signifie franc de la communauté financière d'Afrique pour les pays membres de l'UEMOA et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays membres de la CEMAC. La zone franc rassemble 15 États africains et 3 territoires du Pacifique répartis en 4 groupes. 8 États d'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo formant l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, dont l'Institut d'émission est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. 6 États d'Afrique centrale, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, formant la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, dont l'Institut d'émission est la Banque des États de l'Afrique centrale. L'Union des Comores, utilisant le franc comorien. L'île de la Réunion a utilisé le franc CFA de 1945 à 1975 et Mayotte l'a utilisé de 1946 à 1976 avant d'adopter le franc français puis l'euro. Les 3 collectivités françaises du Pacifique,
La Polynésie française, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, dont l'Institut d'émission et l'Institut d'émission d'outre-mer, IOM, utilisant le franc Pacifique ou franc CFP, bien que les devises XOF de l'UMOA et les XAF de la BEAC soient désignées communément par le même nom de franc CFA et aient actuellement la même valeur, elles ne sont ni interchangeables ni convertibles entre elles. Il ne s'agit donc pas d'une zone monétaire commune mais de deux zones juxtaposées. Les pays de la zone franc doivent obligatoirement déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor public français. En 2014, la BEAC et la BCEAO disposaient d'un dépôt, respectivement, de 3 706 et de 5 605 milliards de francs CFA, environ 14,3 milliards d'euros auprès du Trésor public. Ces comptes sont rémunérés au taux de facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne. Ce taux est aujourd'hui très bas, 0,3% depuis le 10 septembre 2014. En contrepartie, le Trésor français apporte sa garantie de convertibilité illimitée du franc CFA en euros. La conversion en euros se fait suivant une parité fixe au taux d'1 euro pour 655,985 francs CFA. La valeur externe du CFA est ainsi déléguée à une entité extérieure, le Trésor français, qui bénéficie de ces devises pour son propre financement. Les comptes d'opération servent d'indicateurs, ils sont une jauge. Ces comptes remplacent en quelque sorte le taux de change en tant qu'émetteur de signal. S'ils se remplissent, le Trésor français sait qu'il ne paiera pas de sa poche les euros remis aux banques centrales de la zone franc. En revanche, s'il se vide trop, les fonctionnaires en charge de sa gestion tireront le signal d'alarme à l'approche du seuil des 20% parce que les euros échangés contre des francs CFA finiront par être payés par les contribuables de France, mais le système est simplement conçu pour que cela n'arrive jamais. En effet, le Trésor français ne commence à aider les banques centrales africaines qu'au moment où ces dernières ont procédé au ratissage de toutes les devises détenues dans leurs zones respectives, notamment auprès des banques commerciales et même du FMI. C'est seulement après ce ratissage que le Trésor met les euros à disposition des banques centrales. La seule fois où les réserves ont beaucoup diminué, en 1993, le processus a abouti à la dévaluation imposée de janvier 1994. Drôle d'assureur que le Trésor. Le nombre de pays et territoires utilisant le franc CFA a changé dans le temps comme certains pays ont introduit leur propre monnaie. En 1960, la Guinée quitte et commence l'émission de francs guinéens, mais les services secrets français fabriquent des faux billets qui inondent la Guinée, accentuant ainsi ses difficultés économiques et le mécontentement populaire. 1962. Le Mali quitte et commence à émettre des francs maliens. 1973. Madagascar quitte et commence à émettre ses propres francs, le franc malgache, qui coïncidait avec l'ariari malgache, un ariari égale 5 francs malgaches. La même année, la Mauritanie quitte, remplaçant le franc par l'ouguiya mauritanien, un ouguiya égale 5 francs CFA. 1974. Saint-Pierre-et-Miquelon quitte pour le franc français. En 1975 et en 1976, La Réunion et Mayotte quittent respectivement le franc CFA pour le franc français puis passent à l'euro. En 1984, le Mali retrouve le club franc CFA. Quelques pays d'Afrique ont choisi d'adopter le franc CFA, bien que ces pays n'aient jamais été des colonies françaises. En 1985 et en 1997, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau rejoignent respectivement le franc CFA. Les billets de francs CFA sont actuellement fabriqués en France par l'imprimerie de la Banque de France à Clermont-Ferrand, dans la région bordelaise. Sur chaque pièce et au recto des billets est représenté le logo de la BCEAO, un poisson si stylisé. Celui-ci représente une figurine en bronze employée anciennement pour peser l'or par les Akanes, une population d'Afrique de l'Ouest installée principalement au Ghana et en Côte d'Ivoire. Dans leur mythologie, cette espèce incarne la puissance de la mer, la fécondité et la prospérité.
Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du franc CFA. Devons-nous en sortir ou en rester et l'élargir tout en déléguant notre souveraineté monétaire pour une stabilité imaginaire? J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un énorme like. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À la prochaine, goodbye. Voilà. Nous avons vu, le franc CFA est une monnaie destructive pour notre continent qui est l'Afrique. L'Afrique égorge immensement des minéraux. Mais pourquoi l'Afrique va mal? L'Afrique, on appelle cette Afrique le berceau de l'humanité. Mais l'Afrique, elle sert juste à rendre plus riches ceux déjà qui ont tout. L'Europe, les États-Unis, la Chine, mais tout ce qu'ils ont, mais c'est grâce à l'Afrique. Mais l'Afrique, le développement, elle n'avance pas. Il y a un problème. Il y a des gens qui ont fait des grandes études, des Africains, qui ont le domaine spécialiste dans l'économie. Il y a des docteurs, il y a des architectes, il y a tout. Les Africains ont étudié dans des grandes universités. L'homme noir est plus intelligent que l'homme blanc. Oui. L'ennemi de l'Africain, d'abord l'Africain. L'ennemi de l'Africain, d'abord l'Africain, oui. Vous avez des gens qui viennent injurier des gens dans les réseaux sociaux en traitant de tonneaux vides. Est-ce qu'un tonneau vide peut raisonner comme moi, le thier africain? Je raisonne. Je ne suis pas un tonneau vide. Mais la jalousie. Il y a des Africains qui sont formés en Europe pour déstabiliser les Africains qui sont là pour ouvrir les yeux dans le monde, ouvrir les yeux du peuple noir. Et ces Africains sont payés par la mafia allemande, car pas mal d'eux vivent en Allemagne. Et ils sont les pions préférés des Allemands pour déstabiliser les Africains qui veulent sortir de l'esclavagisme. Et vous avez des gens qui vivent en Allemagne, qui font des super vidéos, mais attention, ils sont pour la France-Afrique. Ils sont pour l'écrasement de notre continent, l'Afrique. Car ils aiment bien les Allemands. Car tout ce que l'Afrique est en train de subir au XXIe siècle, à cause du système allemand, la conférence de Berlin 1884, 1885, détournement des fonds, détournement des richesses, détournement de toutes sortes de choses très importantes. Et aujourd'hui, l'Afrique, qui est très pauvre, soi-disant par eux, ils volent les organes des peuples noirs. Toutes les guerres en Afrique sont provoquées pour les pillages des organes. Oui, il n'y a pas que les pillages des minéraux en Afrique, mais les détournements d'organes. Oui. L'homme blanc est barbare, mais l'homme noir, on l'a eu comment? L'homme blanc a pu avoir l'homme noir comment? Comment? À partir de la Bible. La Bible, une arme très efficace. Léopold II avait compris qu'il fallait cet instrument pour détruire la conscience de l'homme noir. Oui. Vous verrez, aujourd'hui, nous sommes le matin, il y a des Africains. Au lieu d'aller chercher, par exemple, du travail ou une formation, mais vous allez les voir, ils sont dans des églisettes des réveils.
avec des Bibles, en train de crier, Dieu, aide-moi, Dieu, fais tout. Mais Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout mis en l'homme noir. Mais si l'Afrique n'avance pas, ce n'est pas la faute de Dieu. La faute des dictateurs. La faute des dictateurs. Car ces dictateurs, pour qu'ils partent, le destin appartient au peuple. C'est le peuple qui doit les dégager. Le peuple est une arme, car le pouvoir n'appartient pas à ces dictateurs, mais appartient au peuple. Le peuple noir doit enlever la peur dans leur conscience, la peur dans toutes sortes de domaines. Oui, mon Afrique va mal, mais est-ce que mon Afrique est pauvre? Non. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais pourquoi l'Afrique va mal? Partout, entouré des ordures. Nous sommes entourés des ordures en Afrique. Le franc CFA est une monnaie de merde. Une monnaie de merde. Le franc congolais. Oui, en RDC, il y a le franc congolais. Mais le franc congolais est relié avec le franc CFA. Le franc congolais est là pour détruire la RDC. Et le franc congolais sert à ce que les Européens, les Américains, puissent payer les minéraux très moins cher. Mais tout est calculé. Désordre total de l'Afrique. Et vous avez des dictateurs, des grands mafieux, détourneurs des fonds. Direction l'Europe, direction les États-Unis, direction la Suisse. Mais maintenant, la Suisse, il y a des jumelles pour vérifier tous les détournements de fonds. Maintenant, l'argent passe où? Le Maroc. Au Maroc, les dictateurs placent maintenant tout leur argent au Maroc. Depuis, ils ont compris que le maréchal Mobutu, enterré au Maroc, les dictateurs, ils disent notre maréchal est enterré au Maroc. Nous pouvons détourner immensement et placer au Maroc. Car les pays comme le Maroc nous servira à toute transaction pour pouvoir payer ce que nous voulons en Europe. Et l'Afrique va mal. Et les Africains meurent de faim. Les Africains vivent dans des conditions catastrophiques. Et l'Europe avance, mais l'Afrique recule. Voilà. Voilà les vrais sujets à lever. Oui. Et le tiers africain est là pour ça. Oui. Car dans la vie, Dieu a mis ses lois dans ce monde pour réveiller les consciences. L'Africain doit se réveiller. L'Africain doit savoir que si il vit dans la misère, que si il vit dans la pauvreté, c'est à cause des dictateurs qui ne sont pas là pour le bien africain, mais qui sont là pour le système barbare de la communauté internationale. Car cette communauté internationale, elle tue immensement le peuple d'Afrique. Nous allons maintenant voir quelque chose de très important. Très important. Pour le moment, nous allons aller suivre un truc qui va beaucoup nous ouvrir les yeux. Car nous avons intérêt de bien comprendre pourquoi notre Afrique va mal. Pourquoi l'Afrique, elle va mal. Est-ce que l'Afrique méritait de vivre ainsi? Non. Mais nous allons comprendre pourquoi notre continent va mal. Notre continent d'Afrique va mal par rapport à une politique qui a été placée depuis pour appauvrir les générations et des générations des Noirs. Tout a été tracé. Général de Gaulle, un vrai architecte, mais qui avait mis son plan destructif pour détruire l'homme noir. Oui, l'homme noir, il va très très mal.
est-ce que l'homme noir devrait-il continuer à subir ce qu'il est en train de subir? Non. Mais l'homme noir est en train de subir par rapport à la politique de la mafia. La mafia, oui, la mafia. La mafia de la France, la mafia de toute la communauté internationale. Toute cette mafia tue notre continent qui est l'Afrique. Même les Chinois tuent notre Afrique. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont eu l'argent là où? Ils ont eu l'argent là comment? La mafia. Toujours la mafia. Vous regarderez bien, tout est basé dans la mafia. L'homme noir se détruit tout seul, Ndeko. Merci. Merci. Pona conseil wana et il y a solo. L'homme noir se détruit de lui-même. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ce que la maman écrit ici, c'est la vérité. Mais nous devons sortir de l'imbécilité. Car nous souffrons. L'homme noir souffre immensément. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que l'homme noir devrait-il continuer à subir? Moi je dis non. L'homme noir devrait être bien. Mais si l'homme noir souffre, il y a une chose. Nous devrons comprendre pourquoi. La haine, la jalousie. L'homme noir détient deux trucs, la haine et la jalousie. Le virus de l'homme blanc, il est injecté à l'homme noir. L'homme noir, si son collègue ouvre un magasin, il préfère aller payer chez le Chinois. Et pourtant, son frère noir a les mêmes produits. Mais il n'ira pas dans le magasin de son frère noir. Parce qu'il se dit, si je vais payer là-bas, lui il sera riche, je préfère donner mon argent aux Chinois. Voilà la jalousie, la haine. Mais si tu as envie d'ouvrir un magasin, comme ton collègue, ouvre aussi un magasin. Mais pourquoi envier ton collègue? C'est ça le problème. Et l'homme chinois et l'homme blanc a bien compris comment manipuler l'homme noir. Parce que l'homme noir aime être bien manipulé. Manipulé pour faire du mal à son Ndeko, à son frère ou à sa sœur. Oui, vous verrez, il y a des Africaines qui sont là pour injurier leurs frères africains. Mais et pourtant, ces frères africains sont en train de faire un travail immense pour dénoncer toute la mafia des Occidentaux. Mais il y a des Africaines qui sont là pour casser leurs frères africains. Parce qu'elles n'aiment pas entendre la vérité. Ou il y en a qui n'aiment pas entendre aussi la vérité des Africains. Nous allons voir un truc très important qui va beaucoup nous faire réfléchir. Oui, car nous avons besoin de beaucoup comprendre, hein, parce que notre Afrique va mal. Et l'Afrique ne devrait même pas aller mal. Nous allons comprendre la mafia de la France-Afrique. Oui, car cette mafia, elle est branchée avec le franc CFA. Oui, le franc CFA, toujours le franc CFA. La mafia des détournements de fonds. Oui, et les dictateurs, ils aiment bien le franc CFA. Ils sont contents, ils remercient chaque jour Général de Gaulle, l'architecte. Oui, Général de Gaulle est remercié par les dictateurs. Nous allons voir. Et après, nous allons aller au Gabon et nous regarderons pourquoi les peuples gabonais subissent. Nous allons voir l'état des ordures. C'est important, mais pour le moment, nous allons regarder d'abord ceci. J'attends que la vidéo soit lancée et je vais dire c'est quelle vidéo que nous allons suivre. Très important, car toute l'Afrique, elle subit les conséquences. La mafia.
Voilà. Nous allons suivre. J'ai toujours entendu dire qu'Elf était une des vaches à lait de la République. Roland Dumas. Bonsoir, c'est une émission inédite et exceptionnelle que nous vous proposons ce soir puisque nous allons vous raconter la plus invraisemblable affaire politico-financière de ces dernières années, l'affaire Elf. Elf qui a longtemps été la plus importante entreprise française, c'est aussi celle qui réalisait le plus de profits. Problème, une partie de ses bénéfices aurait été détournée. J'ai toujours entendu dire qu'Elf était une des vaches à lait de la République. Roland Dumas. Bonsoir, c'est une émission inédite et exceptionnelle que nous vous proposons ce soir puisque nous allons vous raconter la plus invraisemblable affaire politico-financière de ces dernières années, l'affaire Elf. Elf qui a longtemps été la plus importante entreprise française, c'est aussi celle qui réalisait le plus de profits. Problème, une partie de ses bénéfices aurait été détournée. Je sais pas pourquoi il fait ça. Oh là 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 là. Affaire Elf. Elf qui a longtemps été la plus importante entreprise française, c'est aussi celle qui réalisait le plus de profits. Problème, une partie de ses bénéfices aurait été détournée. Voilà. Je sais pas pourquoi il fait ça. Oh là 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 là. Je veux voir pourquoi il fait ça. C'est pas normal. Betfair has the best odds. Inédite et exceptionnelle que nous vous proposons ce soir puisque nous allons vous raconter la plus invraisemblable affaire politico-financière de ces dernières années, l'affaire Elf. Elf qui a longtemps été la plus importante entreprise française, c'est aussi celle qui réalisait le plus de profits. Problème, une partie de ses bénéfices aurait été détournée entre 1989 et 1993. 3 milliards de francs, c'est l'estimation en général admise, auraient disparu des caisses de la plus profitable entreprise française. L'affaire Elf, c'est un véritable thriller, un véritable feuilleton où se côtoient des chefs d'État africains, des hommes politiques, des hommes de l'ombre, des intermédiaires à la réputation parfois sulfureuse, dans certains cas richissimes, un ancien président de la compagnie qui a été incarcéré en prison, qui a été plus de 30 fois mis en examen dans cette affaire et qui sera avec nous tout à l'heure sur ce plateau, Loïc Le Floch-Prigent. Où sont passés les milliards d'Elf? Comment fonctionnaient les commissions? Compte secret, argent liquide, caisse noire? Pourquoi le système a-t-il dérapé et qui en a profité? Des réponses ce soir dans Capital. 3 milliards de francs disparus en commission, Elf, c'est un incroyable polar où l'argent coule à flot. Avec le pétrole, on peut acheter des consciences. Un système bien rodé, bakchiche contre pétrole, qui a bénéficié de ces commissions? Pourquoi les pays africains n'ont-ils pas profité des richesses de l'or noir? Avec le pétrole qui coule à flot à Pointe-Noire, avec la richesse de ce pays pendant 30 ans, comment se fait-il qu'il n'y a même pas au moins à Pointe-Noire ou à Brazza une clinique convenable où on peut se faire opérer de l'appendicite? De l'argent est aussi revenu dans les caisses des partis politiques en France. Compte secret, valise de billets, par quel circuit passaient les millions? Des billets? Des billets, Des billets dans des valises. Eva Joly, Renaud Van Ruynbeck, des juges devenus célèbres en s'attaquant au PDG et aux ministres, de quels moyens disposent-ils pour mener leurs enquêtes?
Et nous allons commencer cette émission en allant en Afrique. L'Afrique, véritable chasse gardée de Elf, qui a représenté jusqu'au 3/5 de sa production de pétrole. L'Afrique sur laquelle, pendant plus de 30 ans, la compagnie a fait main basse. Comment expliquer que dans un pays aussi riche en pétrole que le Congo, par exemple, il n'y a même pas un hôpital décent, alors que dans le même temps, ses dignitaires roulent en limousine? Comment expliquer que des cargaisons entières de pétrole aient pu disparaître sans laisser de traces entre l'Afrique et l'Europe? Les milliards d'Elf, première partie de ce document, le fruit d'un an d'enquête dans les coulisses d'un dossier explosif qui va vous emmener de Paris à Brazzaville, en passant par Genève ou Londres. Un document réalisé par Denis Boutelier, Jean-Yves Charpin, Nathalie Martin, Yves Tournou et Tony Casabianca. Lundi 13 septembre 1999, 11h. Philippe Jaffray, PDG d'Elf, descend de sa BMW blindée pour signer le rachat de son entreprise. Pas de journaliste. Et voilà l'homme qui vient de le faire tomber, Thierry Desmarais, PDG de Total. L'événement est énorme et toutes les caméras de télévision sont là. Derrière les sourires et les poignées de main, Elf vient tout simplement de se faire racheter par son ennemi juré, Total. Monsieur Jaffray, s'il vous plaît. Et vous nous regardez là, s'il vous plaît. Après 32 ans de service, c'est la fin d'une époque pour Elf. D'Elf, on connaît bien sûr les pompes à essence. Elle a longtemps été la plus grande entreprise de France, 100 000 employés et 600 millions de francs de chiffre d'affaires par jour. C'était... Avant de continuer, si nous posons la question aux Français qui aiment bien rouler dans des belles carrosseries, d'où vient le pétrole, l'essence dans les stations? Vous posez la question aux Français, ils ne sauront pas vous répondre la plupart. Ils diront que ça vient de la France. Vous poserez la question aux États-Unis, aux Américains, la majorité ne sauront pas vous répondre. Vous poserez la question aux Britanniques, la majorité ne sauront pas vous répondre. Notre Afrique va mal à cause de l'idiotie de soi-disant les présidents. Mais ce ne sont pas des présidents, ce sont des régisseurs, ce sont des marionnettes, ce sont les ennemis du peuple noir, les dictateurs. Et pour les faire partir, ce sont que la décision du peuple africain pour se débarrasser de ces vampires, ennemis du peuple noir, les dictateurs. Ils ont tous des biens mal acquis. Nous allons voir tout à l'heure. Nous passons d'abord Elf Aquitaine. C'est même le porte-étendard de la France à l'étranger, dans les mers africaines, dans les laboratoires de recherche ou sur les circuits de Formule 1. Mais pour beaucoup, si Elf en est arrivée là, c'est qu'elle a aussi abrité le plus grand scandale des 30 dernières années, l'affaire Elf. Elf, l'énergie d'une passion. À l'origine de l'histoire, des millions distribués en toute discrétion par les patrons de l'entreprise. Pour comprendre, nous sommes allés voir l'ancien PDG d'Elf entre 89 et 93, Loïc Lefloc-Prigent, aujourd'hui consultant. Prédécesseur de Philippe Jaffray, il est le seul PDG à accepter aujourd'hui de parler de ces millions qui font scandale, ce qu'on appelle les commissions, des sommes colossales versées à des intermédiaires pour obtenir des contrats. Elles sont justifiées depuis l'origine par le fait que si jamais elles n'existent pas, on ne fait rien. C'est-à-dire ? Si jamais vous ne voulez pas rentrer dans un pays, c'est facile, vous ne payez pas de commission. Exactement, si jamais vous voulez rentrer dans un pays, vous payez une commission. À qui cet argent est-il versé? Par quel circuit secret transite-t-il? Nous nous sommes intéressés à une des plus grosses opérations menées sous le règne de Loïc Lefloc-Prigent au Venezuela, un pays pétrolier d'Amérique du Sud. Nous sommes alors en 1990. Elf cherche à obtenir la concession de 2 champs de pétrole situés dans cette région, l'Orénoque. Problème, les dirigeants d'Elf ne connaissent personne au sein des autorités locales. Il leur faut trouver un entremetteur. Et c'est là qu'entre en scène André Guelfi, fou d'avion et milliardaire,
Il a déjà fait ses preuves dans les affaires au Venezuela pour le compte d'autres entreprises françaises comme la Générale des Eaux. Elf fait appel à lui. Alors il me demande d'intervenir pour que je puisse avoir les meilleures zones. Je lui dis écoutez, c'est pas difficile, envoyez vos techniciens là-bas, voyez les zones que vous préférez et moi je me charge avec mes amis, mes relations, de vous les faire attribuer. Ce qui compte dans ces affaires, ce sont les relations. La force d'André Guelfi, ça tombe bien, c'est son carnet d'adresses. Au Venezuela, il connaît notamment un amateur de cigares bien introduit dans le pays, un certain Ago de Mirjian. Ago s'occupait beaucoup du Venezuela parce qu'il avait des approches plus qu'intimes avec le président de la République, puisque lui, sa femme était belle-sœur du président de la République. Donc c'est ce qui lui permettait de... Évidemment, toutes les portes ouvertes. L'intervention du fameux Ago et d'André Guelfi au Venezuela sera efficace. Grâce à eux, le patron d'Elf réussit même à rencontrer le président vénézuélien, Carlos Andrés Pérez. Et 2 protocoles d'accord sont signés entre Elf et le pays. Ce que personne ne sait alors, c'est que Elf a débloqué une importante somme d'argent à André Guelfi. Un contrat secret est signé, en un seul exemplaire, déposé dans un coffre en Suisse, ce qu'on appelle un contrat de commission. Une commission, c'est de l'argent versé à des intermédiaires qui vont payer des gens influents dans les pays. Et pour payer ces gens influents au Venezuela, Elf dépense rien moins que 20 millions de dollars, 140 millions de francs, à répartir entre différentes personnes, amis du fameux Ago. L'homme à convaincre était bien sûr le président Carlos Andrés Pérez. On apprendra plus tard qu'une partie de cet argent a bénéficié à certains de ses proches. Qu'on le veuille ou non, il faut corrompre ou le ministre du pétrole ou les responsables. Parce que qu'est-ce que vous croyez que les intermédiaires ils font dans ces cas-là? Les intermédiaires, ils essaient, eux, d'obtenir le résultat. Alors, à qui voulez-vous faire croire qu'ils obtiennent un résultat à la sueur du front sans intéresser personne? Verser des commissions pour André Guelfi, ça veut dire corrompre. L'entreprise Elf a versé chaque année jusqu'à 5% de ses investissements à des responsables politiques pour qu'ils lui accordent des marchés dans le monde entier. Derrière ces opérations pétrolières en mer du Nord, en Russie, au Kazakhstan, au Moyen-Orient, en Afrique, partout, il y a des commissions. Impossible de faire autrement face à la concurrence des autres compagnies pétrolières qui font exactement la même chose. Voilà. Voilà. Et voilà pourquoi notre Afrique va mal. Il n'y a pas de construction d'écoles, pas de construction d'universités, pas de construction de collèges, pas de construction d'écoles primaires, pas de construction des jardins d'enfants. Il n'y a pas. Des hôpitaux, il n'y a pas. Mais car un peuple malade, comment ce peuple peut ramener des profits? Comment ce peuple peut faire pour développer notre Afrique? L'Afrique va mal. Car tout est relié avec le franc CFA. Tout est relié. Toute la mafia dont nous voyons en Afrique, des dictateurs africains, qui sont que des receleurs, des travailleurs de la communauté internationale. Ces dictateurs n'aiment pas le peuple noir, mais ils aiment les Chinois. Car tous aujourd'hui vont en Chine. Ils vont en Chine pour signer des contrats. Mais les contrats qu'ils vont signer en Chine, ils vendent l'Afrique à la Chine. La Chine devient celle qui va vouloir recoloniser notre continent qui est l'Afrique. Car nous les résistants, nous avons l'œil ouvert grandement sur les Xinjiang. Les Xinjiang, oui, nous verrons tout à l'heure qu'est-ce que Bokassa disait par rapport aux Chinois. Oui, l'ancien militaire français nous a laissé des archives. Nous verrons qu'est-ce que Bokassa disait sur les Chinois. Les Chinois, il y a des preuves. Ils se mettent maintenant à taper les Africains dans leur propre terre. Au Gabon, les Chinois se prennent pour des cow-boys. En Ouganda et ailleurs en Afrique. Et les Chinois oublient qu'ils ne sont pas chez eux.
Mais tellement ils se disent que leur président donne de l'argent aux dictateurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Car les Chinois en Afrique, ils ont des restaurants. Mais attention, peuple noir, n'allez pas manger dans des restaurants des Chinois. Ils vont vous présenter une viande, ils diront c'est du bœuf. Or c'est du chat. Ils vont vous préparer une super belle viande. Vous allez dire, oh, c'est très bon. Or c'est de la chair humaine. Attention. Nous allons continuer à suivre Elf. Et après ça, le Gabon. Ils sont obligés de payer. Ils payent. Ils payent, que ce soit en Angola, ou au Gabon, ou n'importe où. On est obligé de payer les chefs d'État ou les responsables. Si vous ne payez pas, vous avez que dalle. Depuis Pierre Guillaumat, le premier PDG d'Elf dans les années 60, et sous la présidence de tous ses successeurs, des sommes considérables ont été versées. Entre 300 et 800 millions de francs de commission, selon les années. Vous êtes certain que ça a été pratiqué dès la création de l'entreprise, sous M. Guillaumat? Il n'y a pas d'autre solution. Ça a été continué sous M. Chalandon? Et sous M. Pecker? Oui, et continué sous M. Jaffray. Bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. Et M. Desmarais continue, il n'y a pas d'autre solution. Payer des bakchiches, les mots comme les montants ne sont évidemment inscrits nulle part dans les documents annuels que publie Elf. Les salariés ne les connaissent pas, les actionnaires non plus. Mais aussi incroyable que cela paraisse, elles ne sont pas secrètes pour tout le monde. Elles sont même légales et avalisées par les plus hautes autorités de l'État, au ministère des Finances. Par de très hauts fonctionnaires à la direction des impôts, dans le quartier de Bercy. Jusqu'à une loi votée en l'an 2000, payer des responsables politiques étrangers n'était tout simplement pas interdit. Ça reste quand même un sujet tabou, pas facile à aborder. L'administration pouvait être informée que des commissions servaient à corrompre des agents étrangers. Il est arrivé que l'administration fiscale soit amenée à constater le versement de commissions et grâce à l'ensemble des éléments qui ont été recueillis par les vérificateurs, on était convaincu qu'une partie de ces commissions rémunérait les services d'agents publics étrangers. Ces commissions étaient tellement légales qu'il y avait même un formulaire prévu pour ça, le formulaire DAS2. On y écrivait les sommes et les coordonnées des intermédiaires concernés. Et ça permettait aux entreprises de les déduire de leurs impôts, comme n'importe quelle dépense professionnelle. Les commissions qui sont versées par les entreprises obéissent aux mêmes règles de déduction que les autres charges de l'entreprise. Et il n'y a pas que Bercy qui était au courant. Les présidents de la République auraient été informés du versement de ces millions cachés, de De Gaulle à Jacques Chirac. C'est en tous les cas ce qu'affirme Loïc Le Floch-Prigent, ici en photo avec le président François Mitterrand. J'en informe, moi, le président de la République ou son secrétaire général, et mon directeur financier en informe le directeur des douanes, puis le directeur du budget. Donc c'est un système qui fonctionne, non pas de façon occulte, encore une fois, mais de façon claire, nette, républicaine. C'est clair, net et républicain. Le système a surtout permis à l'entreprise de bâtir depuis son siège du quartier de la Défense Le système net et clair, mais dans la mafia, dans la destruction de notre continent qui est l'Afrique. La Défense, des super belles tours. Quand vous allez à la Défense, vous entendez que des bruits des pas, des chaussures. Il n'y a que ça. C'est le coin stratégique de la grande mafia, la Défense. Oui, la grande mafia. Détournement immense des minéraux en Afrique. Détournement de tout en Afrique. Jusqu'aux organes des peuples noirs. L'esclavagisme selon Hollande le corrompu, qui nous avait dit que l'esclavagisme était aboli. Grandement fou. L'esclavagisme a pris une nouvelle forme. Économique. L'esclavagisme économique. L'esclavagisme
des migrants, trafic d'organes, tout est calculé. L'esclavagisme, de la destruction de l'éducation nationale en Afrique. Car il faut qu'il y ait plus des illettrés. C'est voulu. Et il y a des parents africains qui font le boulot immense de l'homme blanc. Ils font à ce que il y ait pas mal d'illettrés en Afrique. Il y a des parents qui ne vont pas envoyer leurs enfants loin dans les études parce qu'ils font le travail de l'homme blanc. La majorité des francs-maçons, la majorité des Illuminati qui ont vendu leur âme au diable, à des sirènes pour l'argent. Oui, des noirs. La destruction de notre Afrique, avant de regarder l'homme blanc barbare, on doit d'abord regarder l'homme noir. Oui, il y a des Africains qui sont hyperement friqués. Mais quand vous allez chercher à savoir, vous allez crier. Il y a des Africains qui sont immensement fortunés. Mais quand vous allez rentrer pour savoir, dans leur famille, est-ce qu'ils aident leurs enfants? Que dalle. Ils n'aident pas leurs enfants. Côté éducation nationale, ils ne veulent pas que leurs enfants réussissent. Ils ne veulent pas. Ils veulent qu'on entende que eux, oui, qu'ils roulent dans des super belles carrosseries. Qu'il a de l'argent, il s'habille bien. Il vit dans des super belles baraques. Ils veulent qu'on entende que eux. Et ils sont jaloux la plupart. Ils n'aiment pas voir leur fils avoir une belle épouse. Ils ne veulent pas voir leur fils avoir des super belles femmes. Ils veulent que leur fils soit à côté d'eux. Car ce sont des matriarcats. Oui, ils ne veulent pas. Il y a des noirs comme ça. Et l'homme blanc, il en profite. Nous allons continuer à suivre Elf, Aquitaine. Et nous n'allons pas finir tout ce reportage. Nous allons suivre juste un peu. Et après le Gabon. Parce que nous devons aller sur les ordures au Gabon. Et les ordures ailleurs en Afrique. Parce que l'Afrique, on a tellement des ordures qui entourent l'Afrique. Nous allons. Un colossal empire d'argent, principalement sur le dos d'un continent, l'Afrique. L'Afrique, le long des côtes du golfe de Guinée, c'est le précaré historique d'Elf. Elle représente les 2/3 de la production de la compagnie, au large du Gabon, du Cameroun, de l'Angola, du Nigeria, du Congo. Une des pièces maîtresses d'Elf, c'est le Congo, capitale Brazzaville. Malgré ses 14 millions de tonnes de pétrole produits chaque année, le pays est mal géré depuis 30 ans. Mais Elf a su gagner énormément d'argent grâce à toutes sortes d'opérations. Ça commence sur les puits de pétrole eux-mêmes. Les installations industrielles sont à 600 km de Brazzaville, près de la ville de Pointe-Noire, au bout d'une des rares routes bien goudronnées du pays. On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Djeno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol?
Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont elfes, les employés sont elfes, les chiffres sont donnés par elfes, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible, ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Je vous ai dit pas du tout, donc 0 bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient aussi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant. Parfois même. Comment l'Afrique qui détient le bassin du Congo, nous avons des forêts immenses de bois. Même une pirogue, il n'y avait pas pour aller dans la plateforme regarder combien de barils la France tirait. Mais attendez, la France s'est fait des centaines de milliards en tuant le peuple congolais de Brazzaville. La France s'est fait beaucoup d'argent avec la mafia de Elf, Aquitaine. Et aujourd'hui, c'est total. Mais la France se fait immensement des milliards. Et on tue les Congolais. Au Poul, Sassou a massacré. La France donne des munitions totales. La Chine donne des armes aux dictateurs 8%. Allez, tuez les Congolais. On tire sur les Congolais comme des lapins, comme des sangliers. Oui. La France s'est fait immensement d'argent. Et les trafics d'organes, dès qu'on tue des milliers de gens, on ouvre, on prend le cœur, on prend tout ce qui est important. Dans des glacières, des jets en train de décoller. Direction États-Unis, direction l'Europe, direction la Chine, direction la Libye, direction le Maroc, direction l'Égypte, direction l'Algérie. Trafic d'organes. Le peuple noir. Mon Afrique n'est pas pauvre. Les organes africains n'ont pas de passeport pour rentrer dans les pays, soi-disant l'Europe, États-Unis. Mais, trafic d'organes, oui, c'est pas pour rien en RDC. On tue chaque jour. Trafic d'organes, c'est pas pour rien. Il y a pas mal de détournements de minéraux. Mais est-ce qu'il y a que des minéraux? Non. Trafic d'organes. Le nouvel ordre mondial. Nous allons suivre Jacques Attali, qu'est-ce qu'il disait sur les trafics d'organes. Mais pour le moment, on suit un peu, après nous irons au Gabon. Choc des chocs. Des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Le Floch-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. Alors, on peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs de comptage sont précis, du moins dans certains pays. Alors, si je prends l'exemple quand même concret des pays africains, et notamment dans les années 70, 80, 90, est-ce que les systèmes de comptage étaient précis? Le système de comptage était imprécis. Ces manipulations, les cadres congolais du pétrole s'en doutaient, mais impossible alors pour eux de poser trop de questions à Elf. Dans sa maison de Brazzaville, nous avons rencontré Saturnin Okabé. Il a été plusieurs fois en prison pour ses idées politiques et a été écarté de la gestion du pays depuis plusieurs années. Mais dans les années 80, il a été un des grands patrons des pétroles congolais.
Selon lui, il n'était pas facile de contester ouvertement l'honnêteté d'Elf et des autres compagnies pétrolières. C'était toujours dangereux de vouloir donner l'impression qu'on n'a pas confiance à tel ou tel opérateur économique. Ça, je dois aussi vous le dire. C'était dangereux. Dangereux pour la personne qui était là. Parce que c'est quand même l'affaire pétrolière, et il faut le dire, est quand même une affaire de gros sous. Pour avoir mis son nez dans cette affaire de gros sous, il raconte avoir été tout simplement viré de son poste, un des plus importants du pays, en 1991, du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui m'est très confiant, qui m'a dit, écoute, demain matin ne viens pas au bureau. Pardon? Et demain matin, je ne suis pas parti au bureau, la porte était fermée, clouée. Mais selon plusieurs responsables congolais, Elf aurait fait plus que cacher des quantités de pétrole. Jusqu'au milieu des années 90, la compagnie aurait menti au pays sur la vraie valeur de ces barils de brut. Pendant longtemps, on nous a fait croire que notre brut n'était pas d'une bonne qualité. Tous les pétroles produits à travers le monde ne sont pas de la même qualité, donc de la même valeur. Pour le pétrole produit au large du Congo, comme c'est Elf qui le commercialisait sur le marché mondial, ces calculs se faisaient dans les locaux de la compagnie, à Paris. Des calculs très défavorables aux Africains, qui permettaient à Elf d'acheter le pétrole brut moins cher, après ce qu'on appelle une décote. Près des Champs-Élysées, nous avons retrouvé Mumunga Ngila, ministre des Finances congolais en exil. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en 1993, il a été un des premiers à dénoncer cette décote. Quand nous sommes arrivés, la décote était extrêmement lourde. Elle était combien? 5 $ à peu près. En tout cas, réellement... 5 $ sur quoi? Par baril. Alors, le pétrole congolais valait-il vraiment 3, 4, 5 $ de moins par baril que le prix mondial, comme Elf le payait à l'État congolais de l'époque? Mumunga Ngila est persuadé que non. Quand les Congolais s'en sont sérieusement préoccupés, Elf a été obligé de remonter ce prix, comme d'un coup de baguette magique. Est-ce qu'à votre connaissance, ça correspondait au prix réel auquel il était vendu in fine sur le marché? Je vous dis que non, puisque nous avons pu ramener la décote de 5 $ à 1,5 $. Ça veut dire que quelque part, il y avait 3,5 $ qui se baladaient. Alors, va-t-on nous faire croire que les qualités de ce brut avaient subitement changé? Par quel miracle? Par quel miracle? Nous avons rencontré à Paris Patrick Gantès. Il a été cadre chez Elf pendant 20 ans. Il a été notamment délégué au Congo. Aujourd'hui, il admet que Elf a tiré parti sans complexe de la confiance des Congolais. Là, on a, si vous voulez, à mon avis, utilisé, ou comment dire, un peu la naïveté, je dirais, des dirigeants des pays hôtes, des producteurs. Et ce n'est pas tout. Selon nos interlocuteurs à Brazzaville, la compagnie locale Elf Congo, dont voici les bureaux, ne payait pas ou peu d'impôts. Elf Congo affirmait gagner très peu d'argent, à la grande surprise de la plupart des responsables du pays. Il y a eu des périodes euphoriques. Quand il y a une période de boom pétrolier, où je me souviens dans les années 80, entre 80 et 83, vous avez eu le baril qui était allé parfois jusqu'à 40 $. Et le dollar à cette époque coûtait 10 francs. Donc on ne peut pas dire que c'est petit l'argent dans un contexte aussi favorable. Mais en revanche, la société présentait dans son bilan un déficit. Eh oui. Eh oui. Difficile à comprendre, venant d'une filiale qui représente entre 12 et 14% de la production d'Elf dans le monde. Pourtant, c'est tout simple. Les bénéfices n'étaient pas déclarés au Congo, mais en Suisse ou en France. Une idée qui remonterait au premier directeur financier de la compagnie. On va faire le gain minimum à la filiale, si vous voulez, pour en faire profiter le maximum les structures centrales. En limitant les gains de la filiale, ouais. Quelles conséquences pour le pays producteur? C'est que l'impôt est moindre. La recette fiscale est moindre. Et ça joue sur des montants importants? Oui. Nous nous sommes confrontés à des difficultés telles qu'à certaines périodes, on s'est retrouvé avec des recettes de 10 000 francs ou 7 000 francs par mois. Des recettes? Des recettes pétrolières. 10 000 francs de recettes pétrolières? 10 000 francs français de recettes pétrolières ou 7 000 francs. Au pire, on a eu 7 000 francs français de recettes pétrolières mensuelles.
Résultat de 30 ans de mauvaise gestion et d'économie pétrolière, le pays est surendetté. Aucun banquier ne veut lui prêter, alors c'est Elf qui va lui servir de banquier. Au Congo, par exemple, la compagnie a prêté sur 3 ans entre 92 et 95 plus de 4 milliards de francs à des taux très élevés. Entre Congo, Gabon et Cameroun, ces préfinancements auraient rapporté beaucoup d'argent à la compagnie. Est-ce qu'on peut estimer combien rapportaient ces préfinancements ?